Bonjour. Bonjour. Avant de débuter la partie workshop, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc, je m'appelle Sébastien. Je suis directeur du développement commercial chez Celendra. Et ce qu'on va développer ensemble sur ce workshop, c'est différents sujets. Premièrement, c'est présenter la société, qui on est en tant que société. Et ensuite, on va rentrer dans le concret pour attaquer vraiment les différentes facettes de la vie d'e-merchandiser. Et surtout aller trouver des leviers de performance sur la partie métier. Comment je peux aujourd'hui optimiser mon métier d'e-merchandiser. Pour le faire, pour présenter déjà la société, je vais commencer par présenter presque un credo, un leitmotiv qu'on répète à absolument tous nos clients. C'est, parce qu'ils sont tous différents, offrir une expérience d'achat personnalisée. On est sur un constat simple. Aujourd'hui, on est sur beaucoup d'e-merch qu'on va juger statiques, qui vont offrir une expérience figée à l'ensemble des visiteurs. Et aujourd'hui, le constat, il est simplement le suivant, que tous vos clients sont différents, donc il faut personnaliser l'expérience. Maintenant, pour parler, après le credo, de la société en elle-même, juste en une minute. La société Celendra a été créée en 2008. On a un métier en particulier. On a une expertise en intelligence artificielle et cette expertise, on l'a mise depuis 2008 à la disposition des e-commerçants avec une seule finalité qui va être de booster les ventes en ligne d'un site e-commerce. Et ce qu'on a créé, ça c'est la volonté, c'est booster les ventes en ligne. Et ce que l'on a créé, c'est un outil d'e-merchandising qui est clé en main, qui est boosté à l'intelligence artificielle et qui est dédié à des équipes merch pour pouvoir piloter de façon extrêmement fine l'intégralité de l'expérience client. Cet outil clé en main est baptisé SellSense. Et ce qu'on met à votre disposition, encore une fois, c'est Nous développons des algorithmes, mais ça, c'est le moteur, c'est presque ce qui est sous le capot. Ce qui est surtout important de retenir, c'est une solution clé en main qui permet d'enrichir et d'offrir une expérience sur mesure à tous vos clients, avec un objectif quasiment unique. Alors, cet objectif unique, c'est maximiser les ventes en ligne, booster ces ventes en ligne. Il y a des sous-objectifs qu'on peut peut-être citer, mais qui est je souhaite améliorer mon UX, je souhaite augmenter mon panier moyen, je souhaite améliorer mon taux de conversion. Bref, mais tous ces éléments, on peut les regrouper sous un seul chapeau, entre guillemets, c'est je souhaite tout simplement améliorer mes ventes en ligne, améliorer mes ventes e-commerce. Maintenant, sur la vie de l'e-merchandiser. Si on veut résumer le métier d'e-merchandiser, la fonction, c'est je dois, en tant qu'e-merchandiser, optimiser les ventes e-commerce sur ma boutique en ligne. Pour ce faire, il y a toute une boîte à outils de solutions qui vont être dans son périmètre. On va parler d'ergonomie du site, on va parler d'être capable d'adapter les contenus, d'être capable de simplifier la navigation. On peut presque le schématiser pareil en un seul objectif. L'objectif va être tout simplement en tant qu'e-merchandiser, je dois être en mesure que mon visiteur trouve ce qu'il cherche, tout simplement, pour l'amener à l'achat. Et chez Celendra, d'ailleurs, on va un tout petit peu plus loin. On n'est pas là seulement pour qu'il trouve ce qu'il cherche, mais on est là, on annonce toujours on doit surprendre le visiteur avec ce qu'il est venu chercher. Et c'est une notion un peu différente. Maintenant, on va rentrer plus dans le concret. Dans le quotidien de l'e-merch, il y a différents sujets qu'on va balayer ensemble. Le premier, c'est je définis mes stratégies de recommandation. Alors, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire que je vais déjà m'intéresser au parcours de mes visiteurs et je vais commencer à réfléchir à mes différentes stratégies de recommandation sur mes différents emplacements et je vais y intégrer également les enjeux de mon entreprise. Est-ce que j'ai des nouveautés produits à mettre en avant? Est-ce que j'ai des produits à déstocker principalement sur une période donnée? Ensuite, je vais m'assurer tout au long du parcours du visiteur d'être en mesure de proposer l'expérience la plus fluide possible. Je vais déjà d'abord réfléchir à la homepage. Comment je vais accueillir mon visiteur sur la homepage pour être sûr de capter son intérêt? Comment je vais l'accompagner sur la page produit à lui faire découvrir peut-être plus de produits de mon catalogue? Et aussi comment je vais peut-être doper mon panier moyen avec d'autres types de recommandations, par exemple sur ma page panier. Mais pour résumer,
Ça veut dire que j'ai toute une phase d'analyse à mettre en œuvre. Ça veut dire que je vais déjà devoir analyser les ventes de mes produits. Je vais devoir potentiellement intégrer la notion de saisonnalité des différents produits ou des différentes catégories. Et au final, pour une chose, c'est prendre un parti pris à un instant T et de se dire, je décide et je choisis tel ou tel produit à mettre en avant sur ma homepage, tel ou tel produit à mettre en avant sur telle catégorie ou une autre, pour tenter de séduire l'audience la plus large possible. Donc ça, c'est l'objectif, c'est vraiment de se dire quels sont les produits, donc j'ai vraiment une réflexion orientée produit, quels sont les produits que je peux mettre en avant pour toucher et pour séduire l'audience la plus large possible. Il y a plusieurs freins dans cette partie-là. Le premier frein, c'est la notion de gestion chronophage du sujet. Ça veut dire que je dois me poser et réfléchir en permanence à faire des études, à remonter des données que je vais extraire de différents supports, à intégrer la saisonnalité. Je vais avoir une réflexion concentrée sur le produit. D'ailleurs, et j'écarte un peu trop le client qui n'est plus central, c'est je me focus sur les produits à pousser. Donc on est sur quelque chose de long, de chronophage et de fastidieux. Il y a aussi une preuve qui est assez conséquente dans cet univers. Il y a un grand nombre de clients qu'on peut rencontrer qui utilisent tout simplement des ressources de stagiaires, des ressources d'alternants sur ces parties-là, parce qu'on est sur des sujets qui ont peu de valeur ajoutée en tant que tels, et qui, encore une fois, sont extrêmement chronophages. Et au-delà du chronophage, c'est qu'on a toujours un coup de retard. C'est qu'à partir du moment où je commence à faire mes études, que je pense à dire j'ai un parti pris, je sais comment accueillir sur la homepage, il y a un changement, il y a un facteur externe qui fait que dans le prêt-à-porter, il y a un nouveau coup de froid alors qu'on pensait qu'il allait faire chaud. Toute la stratégie qu'on avait mis en œuvre sur la homepage, elle tombe à l'eau parce qu'on a mis en avant les bottines fourrées alors qu'il aurait fallu mettre en avant les tops un peu plus légers parce que la saison est plus chaude que prévu. Bref, donc, ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que vous ne pouvez de toute façon pas séduire toute votre audience. Vous allez pouvoir séduire, les recommandations seront une seule partie de votre audience, ou plus ou moins grande partie de l'audience, sera sensible à cette stratégie de recommandation, mais n'ayant aucune personnalisation, on est évidemment à côté de la plaque pour une bonne partie de l'audience. Et enfin, le dernier point, même si ce n'est pas clairement exprimé, on va le dire comme ça, ça n'empêche que vous avez un visiteur qui va quitter votre site et qui va avoir une idée et un ancrage en tête en termes d'expérience qui ne sera pas forcément très qualitative. Et donc, on n'a qu'une poignée de secondes pour séduire un visiteur. On sait aussi que plus de 80% des visiteurs qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent vont quitter le site dans les 2 minutes, et plus de la moitié d'entre eux n'y remettront jamais les pieds. Donc il y a tout un enjeu stratégique à bien capter l'intérêt du visiteur, et donc à offrir une expérience sur mesure. Maintenant, évidemment, on va aller de l'autre côté du sujet. C'est bien beau de dire qu'il y a des limites dans le métier d'Immerge, mais c'est comment, je l'ai dit tout à l'heure, comment on peut créer des leviers, comment on peut aller chercher des leviers de performance. Je plonge dans l'univers SalesSense, l'outil d'Immerge Boost à l'IA que j'ai cité tout à l'heure. L'e-merchandiser, de façon très concrète, va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, définir ces différents points de parcours dans le parcours client. La page produit, la page panier, la home page, la page catégorie, la page erreur 404 ou autre. Premièrement, définir quels sont ces différents emplacements. Et vous voyez qu'il va pouvoir non plus réfléchir à des produits, quels sont les produits que je dois pousser pour séduire. Je vais prendre l'exemple de cette page produit, par exemple. L'idée, c'est non plus de savoir quels sont les recos en termes de produits que je vais devoir pousser pour le visiteur, mais bien de dire quelle est l'expérience que je souhaite offrir à l'ensemble de mon audience, à l'ensemble de mes visiteurs. Et cette expérience, elle est décomposée de la façon suivante. Elle est composée de ce qu'on appelle d'algorithmes, des règles web marketing, et elle est composée de filtres qui vont permettre d'avoir un périmètre de jeu extrêmement fin, extrêmement puissant pour les merchandisers et d'avoir une puissance et une finesse dans la recommandation extrêmement poussée. Je vais prendre un exemple pour illustrer le propos. Je vais dire par exemple que pour ma reco numéro 1, peu importe, ça veut dire sur l'ensemble de mes fiches produits, la reco numéro 1, je vais décider de pousser des produits qui sont toujours un produit similaire aux produits consultés, mais à un prix supérieur, mais en promotion. C'est-à-dire qu'à cet instant précis, je change de paradigme, c'est-à-dire que je ne me concentre plus sur mon catalogue produit, je ne me concentre plus sur les produits à pousser et qui auront le maximum de chances de séduire, je me concentre sur l'expérience. Similaire, prix supérieur, donc technique d'upselling, en promotion.
avec bien évidemment des notions de ce qu'on appelle des stratégies de repli. C'est de se dire que si ce produit ne connaît pas de produit similaire à un prix supérieur et en promotion, il va se rabattre sur un produit peut-être populaire de la catégorie. Autre exemple pour illustrer le propos, je peux définir aussi, pour suivre ce même exemple, donc en stratégie numéro 2, je vais vouloir proposer des produits généralement achetés ensemble avec le produit consulté et en stock à cet instant précis. Et encore une fois, pour illustrer le propos, en reco 3 et 4, de dire qu'à chaque fois mes recos vont être basés sur des produits populaires de cette même catégorie et encore jamais consultés par l'internaute, stratégie d'ouverture. Alors, juste pour la petite info, on est sur une stratégie qui a peu de sens. Ce mélange 1, 2, 3, 4 ici a peu de sens. Dans la vraie vie, ce qu'on va plutôt retrouver, c'est des stratégies groupées en fonction du parcours. Je suis sur la home page. Comment j'accueille le visiteur sur ma home page? La principale stratégie aujourd'hui utilisée, c'est je souhaite l'accueillir avec les derniers centres d'intérêt qui ont été détectés par le visiteur. Donc chaque visiteur va rentrer et va se retrouver sur une sélection de produits qui est dédiée au dernier centre d'intérêt marqué par le visiteur. On peut retrouver également dans ces parties-là aussi des produits qui vont être complémentaires au dernier achat effectué par le visiteur. Et on va pouvoir mixer ces deux règles également. Sur les parties page produits, on va beaucoup être basé sur la notion de similarité des produits. Vous aimez ceci, je vous propose des produits qui sont similaires, encore une fois avec ces techniques d'upselling pour aller chercher des prix potentiellement plus chers, légèrement plus chers, ou alors aller chercher dans les filtres des produits similaires mais sur lesquels j'ai une plus forte marge, ou des produits similaires sur lesquels j'ai des objectifs de déstockage à un instant précis, parce que l'outil doit répondre à ma réalité métier et à mes enjeux métiers, et donc à les pousser aussi. On va lui donner un cadre pour qu'il aille chercher les produits qui correspondent le plus à la sensibilité du visiteur et à la règle marketing que vous impulsez vous-même. Et sur le dernier point, sur la page panier, pour illustrer encore une fois, on va être plutôt sur des produits complémentaires. Donc produits complémentaires aux produits qui ont été ajoutés au produit ou à la liste de produits qui a été ajouté au panier, et avec cette fois cette notion de filtre de prix inférieur. Là, je ne vais pas aller chercher à les gonfler. Je retrouve encore aujourd'hui trop d'erreurs où je vais acheter un manteau d'hiver à 189 € et on va me proposer des produits sur ma page panier, des produits similaires, ce qui n'a pas de sens. Je viens d'acheter, arrêtez de me perturber, je viens d'acheter ce manteau, et en plus avec des manteaux à un prix 2 fois plus élevé. Ça n'a pas de sens aujourd'hui marketing. On doit plutôt dire, j'achète, par exemple dans ce cas précis, une doudoune, peut-être une doudoune de randonnée, et bien je vais peut-être aller chercher plutôt des bâtons de marche ou des baskets ou des chaussures de rando qui vont répondre plutôt à la sensibilité ou à des produits complémentaires et inférieurs au prix du produit acheté. L'autre vertu de l'utilisation et de l'IA intégrée dans cet outil SalesSense, c'est de pouvoir aussi automatiquement prendre et s'assurer de prendre les meilleures décisions. Sur ma page produits, est-ce qu'il vaut mieux que je propose des produits similaires? Est-ce qu'il vaut mieux que je propose des produits complémentaires? J'ai un doute. OK, j'ai un doute. Je fais une stratégie d'A/B testing qui est nativement embarquée dans l'outil et qui me permet sur une durée de 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, peu importe, de mettre vraiment en parallèle ces deux stratégies et d'analyser en temps réel les résultats, l'impact. Quelle est la stratégie qui m'apporte le plus de revenus? Quelle est celle qui génère le plus de ventes sur mon site? Le taux de conversion, le montant du panier moyen. On va surveiller l'ensemble des indicateurs et être capable de se dire, OK, c'est la stratégie de la similarité qui est la plus payante. Et on peut aller tester ces règles sur des notions très fines. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse du similaire et du similaire, mais avec prix inférieur, prix supérieur? Et je peux aller vraiment jouer avec beaucoup de finesse sur la notion d'algorithme que j'ai présenté tout à l'heure et de filtre pour aller chercher l'optimisation permanente de mes ventes et suivre les indicateurs de vente et savoir qu'est-ce qui me génère, encore une fois, le plus de revenus. J'en ai fini pour la partie des recommandations et j'attaque une autre partie du métier de l'e-merchandiser qui va être de pouvoir piloter ces pages catégories. Alors là, les enjeux sont un peu différents. Sur une page catégorie, c'est de se dire, pour résumer, je dois réfléchir à la façon dont je vais agencer mon rayon. Si je le transpose vraiment au magasin physique. Donc c'est comment j'accueille le visiteur sur la page catégorie pour être sûr de le convaincre. Je rappelle encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais en vrai, j'ai une poignée de secondes pour convaincre le visiteur de rester dans ce rayon. Je suis dans le rayon des chaussures, des baskets, j'ai une poignée de secondes pour le convaincre, sinon il va fermer
le taux de rebond va être énorme et je vais aller comparer directement si je n'ai pas été convaincu en quelques secondes. Donc l'enjeu est absolument énorme. Donc ce qui va se passer pour l'e-merchandiser, toujours pareil, on va passer sur ces notions d'analyse, à moins que ça soit fait de façon aléatoire, mais là ça serait dangereux, mais vraiment d'avoir une analyse de son marché, de ses propres ventes, de ce qui s'est déjà fait, des tests qui ont déjà été faits, de ce que j'ai déjà mis en œuvre comme stratégie qui a plus ou moins bien fonctionné, de la saisonnalité, encore une fois, et d'être capable, sur cette partie d'analyse, de se dire, je dois agencer ma catégorie pour être sûr de toucher, encore une fois, la sensibilité de la plus large audience possible. Je vais passer rapidement sur les 3 freins qui sont les mêmes que tout à l'heure, ou les 3 limites qui vont être les mêmes que tout à l'heure. Encore une fois, toute cette partie d'analyse, on retombe à la notion de longueur et de lenteur, et en tout cas de lourdeur en termes de tâches. Le deuxième point, c'est que les pages de listing vont être statiques. Donc vous proposez, et c'est à contre-courant de tout ce qui est impulsé depuis des années maintenant de la partie e-commerce, la notion de statique est en opposition avec la notion de personnalisation. Aujourd'hui, on ne peut pas offrir, surtout dans une période où on est habitué à du Netflix, surtout une période où on est habitué à du Spotify, où on est habitué à du YouTube, qui vont être capables d'aller chercher nos centres d'intérêt, de nous proposer, de nous surprendre avec ce qu'on aime. On ne peut pas, sur un site e-commerce aujourd'hui, proposer un rayon qui soit le même pour tout le monde en espérant que ça séduise. Donc, encore une fois, la notion d'expérience utilisateur va en être dépendante et va être dégradée par ce côté figé. Maintenant, je rebascule et je reswitch sur la partie comment on peut faire, encore une fois, pour trouver ces leviers d'optimisation. De la même façon qu'on a été capable tout à l'heure de piloter les recommandations de produits de façon personnalisée selon les emplacements, je vais être capable également de ne plus avoir une réflexion basée sur les produits, mais d'avoir une réflexion centrée sur mes clients et sur les centres d'intérêt de mes clients. Et donc, je vais être capable, de façon extrêmement simple, on est sur du drag and drop dans le pilotage de SalesSense, c'est de se dire, j'ai 4 possibilités aujourd'hui, j'ai 4 cartes en main pour aller personnaliser tout ou partie de mes catégories, de sélectionner la catégorie des chaussures, la catégorie des bottines, la catégorie des vestes, des manteaux, et d'y appliquer des règles d'immerge très simples. Ces règles d'immerge, je les décompose rapidement. Basées sur l'historique, ça veut dire que je vais décider de drag and dropper et de dire que mes 3 premières vignettes vont être basées sur l'historique. Ça veut dire que j'accueille tous les visiteurs en leur remettant sous les yeux les derniers produits sur lesquels ils ont marqué un intérêt dans cette catégorie. Première possibilité. Je peux aller chercher également des choses qui sont basées sur l'affinité du visiteur. L'affinité, on va aller encore un cran plus loin, c'est au-delà même de l'analyse comportementale, qu'est-ce qui a été consulté, pas consulté dans l'apprentissage de sa navigation. Je vais également aller analyser ses centres d'intérêt par sémantique produit. Je sais qu'il est sensible au paire ou à la marque ou aux paires de chaussures Adidas. Je sais qu'il est sensible à cette marque Adidas. La totalité des produits qu'il va consulter sont de cette marque Adidas. Et bien, je sais que quand je vais arriver aussi dans une catégorie des t-shirts, je vais être capable de dire je vais baser sur les affinités et remonter les t-shirts Adidas en tête de liste parce que je sais qu'il y a une affinité, il y a une sensibilité marquée sur la notion de la marque et du terme Adidas. Je peux aussi baser l'ordonnancement, et bien évidemment, je fais une parenthèse, mais je peux mixer ces différentes stratégies. Je peux tout à fait définir que mes 2 produits seront liés à l'historique, que le produit suivant sera lié à l'affinité de mon visiteur, et de balayer d'autres vignettes pour dire on va présenter et remonter en tête de liste des produits sur lesquels la communauté qui appartient à la même communauté de sensibilité que mon visiteur a marqué un intérêt. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dire ce visiteur ne sait pas encore, mais on sait qu'il va être intéressé par cette catégorie de produits ou ce type de produit dans cette catégorie parce que les gens qui ont la même sensibilité que lui ont déjà marqué cet intérêt. Et bien évidemment, parce qu'il faut répondre aussi aux enjeux immerges de la vraie vie, on est également capable de dire vous devez pouvoir garder la main sur des produits spécifiques et de dire j'ai des besoins de déstockage sur un ou plusieurs produits et je veux que dans la catégorie des chaussures, je veux que ça soit cette référence qui soit figée pour tout le monde parce que j'ai vraiment un enjeu fort de déstockage sur une référence ou sur toute une partie de référence. Et donc, je vais pouvoir également indiquer que sur certains emplacements, c'est un produit spécifique qui apparaît en permanence sur cet emplacement et pour toute mon audience. Voilà, donc c'est comment, encore une fois, personnaliser en one-to-one l'intégralité de ces catégories sur son site e-commerce.
Le dernier point, avant de parler de la preuve par le chiffre, le dernier point, c'est je mesure mes performances. Pareil, donc j'ai parlé des outils d'analyse tout à l'heure. Là, je le schématise, mais pour illustrer le propos, et c'est loin d'être exhaustif, c'est aujourd'hui, j'ai toute une série de moyens d'obtenir mes données. Je parle de Google Analytics, je parle des données qui vont être remontées par mon CMS, je parle des données qui vont être remontées par mon CRM, mélangées avec les données qui vont être connectées à mon ERP. Bref, j'ai différents moyens de récupérer de la donnée, de la concaténer et de faire un bilan, de tirer des mesures pour voir et mesurer encore une fois mes performances. L'idée ici, comme la solution est pensée métier et comme la solution est pensée e-commerce et surtout e-merchandiser, on va être capable de réunir sur une seule et même interface tous les KPIs les plus importants à suivre. Je vais être capable de suivre mon chiffre d'affaires, je vais être capable de suivre la part des chiffres de mon chiffre d'affaires qui provient notamment des recommandations que j'ai poussées. Ça veut dire quoi? Typiquement, ça veut dire est-ce que le choix des recos a été pertinent? On voit ici notamment que la part ici est de 9,4%. Ça veut dire que presque plus de 9% de mon chiffre d'affaires provient des recommandations qui ont été poussées en automatique et qui ont été pertinentes parce qu'elles ont été, pour se retrouver ici, cliquées, ajoutées au panier, achetées. Et c'est bien évidemment quand on a fait toute cette boucle qu'on est capable de dire j'ai pu influer sur la vente et la recommandation a été cliquée, ajoutée au panier et achetée. On peut même avoir une granularité, a été achetée dans la même session, a été acheté dans les 24 heures ou a été acheté après 72 heures. On va également offrir cette granularité pour savoir l'impulsion qu'on a donnée ou l'envie d'acheter un produit. On peut aussi aller le mesurer dans le temps, savoir est-ce que j'ai déclenché l'achat d'impulsion immédiat. C'est le cas pour la majeure partie des recommandations. Mais on va noter également que les recommandations, on ne se trompe pas, puisque même jusqu'à 3 jours ou 4 jours après, l'internaute est capable de revenir et de rechoisir ce produit. Et donc voilà, on va offrir toute une série de KPIs et qu'on va pouvoir mesurer selon ses propres enjeux ou surtout présenter selon ses propres enjeux et surtout ce que l'on cherche à montrer. Aujourd'hui, et en termes de configuration et en termes de remontée de KPIs, de suivi de la performance, on répond vraiment parce que c'est un échange très étroit avec l'ensemble de nos clients depuis 10 ans. C'est en vrai de quoi vous avez besoin, vous, dans votre vraie vie d'e-merch ou de département e-commerce, et qu'est-ce que vous auriez besoin de voir là. Ou dans vos configurations de règles merch avec les filtres qu'on a vus tout à l'heure, quels sont vos vrais besoins également. Et comment on arrive à construire, à co-construire avec l'utilisateur final un métier clé en main pour les e-merchandisers et qui répond vraiment aux enjeux du métier. Maintenant, pour résumer en quelque sorte un peu tout ça. Si je dis ma vie d'e-merchandiser maintenant avec SalesSense, pour le résumer, il y a plusieurs choses qu'on vient de voir ensemble. La première, je gagne du temps. Évidemment, j'automatise toute une série de tâches absolument chronophages et sans valeur ajoutée en automatisant notamment le choix des recos, en ayant non plus cette réflexion produit, mais en plaçant le client et son client au centre de sa matrice et de dire je construis un écosystème autour de la sensibilité de mes clients. Bien évidemment, je booste mes ventes, j'améliore considérablement l'UX. Encore une fois, c'est difficilement mesurable, mais dans les KPIs, il faut aussi voir qu'au-delà d'augmenter les données clés que sont le chiffre d'affaires, le taux de conversion, la part des recos dans mon chiffre d'affaires total, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir tous les autres indicateurs de performance en termes de nombre de pages vues, parce que j'ai offert des contenus qui intéressent chacun de mes visiteurs, donc le nombre de pages vues, le taux de rebond, tout ça, ce sont des indicateurs sur lesquels on va avoir une influence extrêmement positive et qui ne sont pas notés ici. Donc j'améliore le X, je fais des A/B tests toujours dans l'optique de performance, comment générer plus de CA, donc comment être sûr et en toute connaissance de cause de choisir les bonnes stratégies. Je contrôle mes performances, on l'a vu, et ça c'est le résumé de tout, c'est, encore une fois, et j'insiste beaucoup dessus, c'est je n'ai plus une stratégie centrée sur mes produits et sur mon catalogue, mais j'ai bien une stratégie centrée sur mon client et la sensibilité de mes clients. Et pour finir, je termine par un cas que je souhaitais présenter. Cas client Dodo, l'un des derniers qu'on a publié avec l'accord évidemment de Dodo. On a dû le publier début septembre, donc on va dire il y a un peu plus d'un mois. En mettant en œuvre toutes ces stratégies, voilà les résultats qu'on arrive à obtenir. Obtenu par A/B test avec 100.
on ne peut pas faire plus tangible en termes de mesure. CA, je dis bien additionnel, c'est-à-dire c'est vraiment la couche qu'apporte SelfSense en plus du CA normal, quand on fait un A/B test avec les recos à leur façon, avec les recos à notre façon. J'ai envie de dire l'homme contre la machine, en quelque sorte. On est capable de générer 12% de chiffre d'affaires additionnel. Un panier moyen qui a augmenté de 5,5%. On est sur presque une moyenne basse. On est sur des tendances, on a fait un autre cas plus récemment sur des paniers moyens de l'ordre de 8%. Et on a des paniers moyens qui vont jusqu'à 20% supplémentaires. Donc on est sur une notion de panier moyen. Et c'est surtout cette notion de gain de temps. Aujourd'hui, quand on interroge les équipes marketing d'Odo, ils expriment très clairement, et c'est pour ça qu'on l'a publié également dans ce cas client, que 50% du temps a été économisé en termes d'e-merch. Ce n'est pas forcément moins de ressources en termes de stagiaires ou d'alternants, c'est potentiellement des tâches beaucoup plus, à beaucoup plus forte valeur ajoutée sur des sujets que de faire du pur e-merch. Bon, voilà, pour schématiser. Et j'en ai fini avec cette présentation. Et du coup, je vous dis merci.